Salut les mordus de vinyle. Bienvenue sur la chaîne Mordus de vinyle. Et salut à tous les headbangers qui reviennent du festival Le Hellfest. C'est l'heure du débrief, un bilan que je vais essayer de faire avec cette voix absolument catastrophique. Avant de commencer ce débrief, très personnel bien sûr, je voulais remercier tous ces bénévoles absolument délicieux, incroyables, une générosité folle, 4 jours consécutifs, où on a des sourires, des discussions, de la déconne, je sais pas quoi dire, sans eux, le festival n'existerait pas. C'est un cadeau énorme qu'ils nous offrent. Et voilà, donc je voulais vraiment les saluer, insister dessus, c'est important, et oui. Ensuite, sur le plan organisation, je voulais évoquer les plus et les moins. Alors, je te le dis d'emblée, en moins, j'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose à reprocher au Hellfest, c'est de mieux en mieux. Les prestations, les structures, l'accueil, c'est fantastique, j'ai pas d'autres mots. Voilà, donc les bénévoles, c'est le gros plus, ça c'est clair. Les prestations, les points d'eau, vous avez possibilité de remplir votre gourde régulièrement. Vous avez le miroir d'eau qui vous tombe sur la gueule, ça c'est génial. Vous avez aussi des canons à eau quand vous êtes en fosse alors même parfois vous êtes comme un chat mouillé, donc vous ressemblez à rien, ça colle, mais c'est vachement appréciable quand même quand t'as la canicule. Voilà, donc en fait, l'eau est présente sur le site du Hellfest. Bon, il y a des restrictions bien sûr avec la canicule, donc en restant bien sûr raisonnable. La bouffe, tu peux manger tout ce que tu veux au Hellfest. Il y a des stands partout. Les personnes qui servent à manger sont adorables. Tu peux prendre une galette de saucisse, tu peux prendre du kebab, un burger, tu vas au Vorace Corner pour manger des cuisses de bœuf coupées en lamelles avec des petites potatoes et une sauce qui va bien. Ça c'est au niveau de Valais, en face. Enfin bref, génial, la restauration là-bas c'est au top. Ça c'est la partie orga, je voulais aller assez vite parce que c'est exceptionnel et ce n'est pas un secret. Et en petit moins, je dirais petit bémol, je dirais la petite forêt là qui est entre Warzone et Main Stage. J'adore ce coin parce que c'est un coin d'ombre, c'est fantastique. Et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de monde que ça dans cette forêt. Et à force d'y être et puis d'y passer, eh bien, je me suis tout simplement aperçu que c'est très poussiéreux. Maintenir ce petit espace bien sûr dédié entre la Warzone et le Main Stage, c'est indispensable. Et peut-être aménager quelque chose, mais je ne sais pas comment faire pour éviter ce flux de poussière là. Après la pissotoire là sur le côté, c'est génial parce que généralement t'attends vraiment pas beaucoup de temps pour passer. C'est une autre histoire pour les WC que vous avez à côté de la vallée ou autre, où vous avez avec bien sûr la chaleur, les remontées d'odeur pas très agréables, mais bon là c'est pareil, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse. Et oui, autre bémol, le Merc, groupe artiste qui ferme trop tôt. On a voulu y aller après un concert d'un groupe, je sais plus lequel, mais on avait été séduit par le groupe et on voulait voir ce qu'il y avait au Merc pour ce groupe, et au final ils étaient déjà fermés. Donc je crois que à 23h30 minuit c'est terminé quoi. Tu peux plus aller au Merc pour aller chercher un t-shirt. Et puis encore un autre bémol, le prix des t-shirts. Voilà, là t'as 50 balles, 40 balles le t-shirt. Même la casquette à 40 quoi, tu vois. Moi qui suis fan de casquettes, compliqué de me positionner. Bien que j'ai quand même craqué, puisque je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais j'ai pris ce t-shirt fabuleux d'Anthrax. Avec le tour 2026, nouvel album prévu bientôt évidemment. On va passer tout de suite au jeudi. Comment j'ai géré, donc c'est très personnel, vous allez voir, mais pourquoi il a choisi ça, donc faites le tri dans ce que je vais vous dire, parce qu'il y a des groupes qui vont pas vous parler. Donc en tout cas, on a démarré par la vallée. Alors, la vallée en fait c'est un petit peu l'endroit où tu es chez toi, tu t'y sens bien. T'es là pour t'es tout oui. Les gens sont hyper respectueux. Il y a des connaisseurs. C'est bon enfant. Je sais pas, il y a une atmosphère à Valais qui est incroyable. Pour voir The Inspector Clouseau. Alors là, j'ai entendu parler d'eux. Absolument génial. Rien que leur histoire, leur biographie te donne envie en fait d'aller les voir. Et j'ai pas été déçu. Et les mecs, non seulement leur histoire est géniale, et en plus c'est de très bons musiciens. Ils ont mis tout le monde d'accord. Donc ils sont deux les mecs.
Il y a un batteur qui est fantastique, il est habillé en garçon de café, il a de l'humour, il est bon, et voilà, il a même slamé quoi, tu vois, il a slamé devant nous, absolument saisissant. Et puis le leader aussi, qui est génial, qui interagit avec le public, qui raconte un petit peu leur histoire, ils s'autoproduisent, ils font beaucoup de choses par eux-mêmes, produits par le producteur de Jack White, carrément. Ils ont fait la première partie de Neil Young, de Clutch, voilà, une référence terrible. Ces mecs-là viennent des Landes, c'est des anciens éleveurs, il me semble. Ils ont une histoire que je vous laisse découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est absolument délicieux. Donc ensuite, je voulais absolument ne pas louper le maître de Chuck Rock. Je me suis positionné tranquillement pour voir Alice Cooper, et il y avait Deep Purple juste avant, en main stage 1. Alors, Deep Purple, c'est l'éternel débat, c'est voilà, on a des groupes mythiques avec des albums incroyables qu'on prend toujours grand plaisir à écouter, mais là, tu as Ian Gillan qui a 83 ans, le concert, j'ai pas regardé attentivement, mais j'entendais bien, j'ai vu l'écran géant, et effectivement, ça traîne un peu en longueur. Ils sont obligés de s'adapter parce qu'ils peuvent pas faire un truc hyper énergique, percutant, etc. Donc ça fait plaisir de les voir, mais tu te dis, il est peut-être le temps de tourner la page. C'est toujours un petit peu le truc comme ça. Après, il faut contenter tout le monde. T'as des nostalgiques de la période 70, 80, 90, 2000, etc. Donc, bon, voilà, un jour, on pleurera quand on les verra plus. Donc, tant qu'on peut les voir, faisons-le. Et s'ils font des tournées, c'est qu'ils ont préparé en conséquence leur affaire et qu'ils sont capables de le faire. Donc, laissons-leur la possibilité de se montrer. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, Alice Cooper, lui, 78 ans, donc un peu plus jeune que Ian Gillan, mais il est juste incroyable, scéniquement parlant. On connaît, voilà, il y a des changements de décor à chaque morceau. Il y a même sa femme qui a fait une danse spectaculaire. Ils ont fait le petit bisou. Ils se sont entretués. Voilà, bon, je vais pas vous spoiler le concert, mais génial. Alice Cooper, il a joué les standards, Poison, Feed by Frankenstein, School's Out, voilà. Il a un répertoire tellement riche qu'effectivement, j'aurais bien voulu qu'il me chante Black Widow dans l'album Welcome to My Nightmare, par exemple. Tant d'autres morceaux, mais franchement, il avait 1 heure de set, et il pouvait pas non plus jouer tout son répertoire, mais génial, Alice Cooper, faut le voir. Et là, j'étais tout devant, je l'avais vu déjà une fois, je crois que c'était en 2015, juste après Lemmy. En fait, je crois que Lemmy était passé avant lui, mais j'étais un peu loin, tu vois, mais je commençais à aimer Alice Cooper à l'époque, et puis depuis, j'ai vraiment creusé, et j'adore cet artiste, il est hyper généreux, il est ultra respecté dans le milieu. Donc Alice Cooper, voilà. Vraiment, grosse satisfaction avec Inspecteur Clouseau de cette journée de jeudi. Ensuite, après Alice Cooper, tu avais l'hommage à Ozzy. Alors, j'ai pas pu vraiment regarder l'écran parce que je voulais absolument voir Cadavar en Valais. Et effectivement, on entendait Mama, I'm Coming Home, donc tiré de l'album No Tears d'Ozzy. Donc c'était émouvant, mais sans même regarder l'écran. Alors, je voyais les visages des gens en remontant la pente. Qui était ému, tu vois, normal, c'est Ozzy, on parle d'Ozzy là, avec la belle statue qu'ils ont mise à l'entrée là, qui n'a pas l'air d'ailleurs d'être terminée, enfin, on a l'impression qu'il y a encore des petites finitions, que c'est pas encore complètement abouti. Elle reste très belle, mais c'est vrai que la statue de Lemmy, elle est absolument incroyable, et peut-être que celle d'Ozzy va changer un petit peu, donc dans l'année prochaine, je sais pas, pour les 20 ans, peut-être qu'ils vont la positionner autrement, ou la reconfigurer. Alors je suis allé voir Cadavar, alors au début tu te dis... ça va déboîter, et puis en fait ça a jamais vraiment décollé. C'était un concert qui était bon, mais il manquait en fait quelque chose. Tu retiens pas forcément de riff avec Cadavar là sur ce concert là. J'attendais quelque chose de plus consistant, en album c'est hyper sympa à écouter. Enfin, il y a quand même 2 morceaux que j'ai retenus qu'ils ont joué là, qui m'ont vraiment hypé, mais pour le reste c'était un peu plat, j'ai trouvé, mais en tout cas c'est très personnel, encore une fois. Et puis on a terminé la soirée du jeudi par Alice Storm. Alors là c'est vraiment le bordel organisé, avec des immenses canards sur scène. C'est un petit peu le ultra vomit écossais en fait, les mecs se prennent pas au sérieux, et c'est le gros délire. Alors j'étais pas tout devant, mais effectivement pour finir la soirée c'était impeccable. On enchaîne avec le vendredi. Alors évidemment,
Voilà, gros morceau, hein. Ils ont joué 2 heures. Tu savais qu'avec un tel créneau, ça allait envoyer du bois. Comme en 2018, où le concert a été phénoménal. En 2023, ils avaient un créneau plus réduit. Du coup, le concert était génial parce qu'ils ont repris quasiment tous les morceaux de Summer in Time, les Maiden, mais c'était un peu plus intimiste, on va dire. Et là, on est revenu sur un truc énorme avec des slams, enfin des wagons de slam, une ambiance de folie, un Bruce Dickinson complètement en forme et qui pétait le feu, très clairement. Donc ça a été fantastique. Je pense que, bon, ce n'est pas un secret, mais le meilleur concert en termes de performance, etc., des 4 jours, là, c'est Maiden, tu vois, hein, même s'il y a eu beaucoup d'autres satisfactions. Mais en tout cas, pour en revenir un peu à vendredi, donc on est venu pour voir Maiden, donc on s'est positionné assez tôt, hein, en main stage, donc on a pu voir Opeth. Donc c'était sur le main stage 2, donc juste sur notre gauche, on a pu les apercevoir, les entendre. Alors tu sens que c'est un groupe de studio et pas forcément de scène. Donc là c'était je pense que on n'a pas la plénitude en fait de leur qualité, de ce qu'ils peuvent nous procurer comme émotion. Tu peux pas le ressentir en live de la même façon qu'en album studio. Et je pense que c'est un groupe qui a une énorme cote, hein, à juste titre. Donc ensuite, après Opeth, t'as Maiden qui arrive, alors laisse tomber, hein. Ça va de cet album-là à Fear of the Dark, tu vois, donc cet album-là, en passant par des chefs-d'œuvre incroyables, Somewhere in Time, Power Slave, et Seven Son, hein, le septième fils du septième fils, voilà, très clairement. Là, on est sur une période absolument incroyable, incontournable. Et en live, il y a 2 morceaux qui ont retenu particulièrement mon attention. J'ai eu grand plaisir à vraiment les écouter. C'est l'Ancien Mariner, donc titre qui figure dans Power Slave. Donc là, avec le gros bateau qui arrive devant toi, les marins en fait qui disparaissent, qui se transforment en squelettes, etc. Enfin, c'était vraiment à la fois épique, incroyable, hyper bien interprété, tous les musiciens au diapason, le remplacement de Nico McBrain a très bien géré son affaire. Donc il y a l'ancien Mariner et tu as aussi Seven Son. J'ai adoré parce que tu as le côté progressif. Alors bien sûr c'est l'album progressif de Maiden qui est peut-être mon préféré. Enfin, c'est très compliqué de dire quel est mon album préféré de Maiden. Ça dépend du moment où tu écoutes, de l'humeur, etc., du mood. Si tu as envie de puissance, d'un truc qui pète le feu, Power Slave. Un truc un peu plus cérébral, progressif, etc., là c'est Seven Son, Seven Son. Mais Summer in Time, c'est entre les deux. Voilà, en fait, tu y trouves ton compte. Même la période, tu vois, Diano, que j'adore, hein, mais chanté par Bruce Dickinson en live, c'est absolument dingue. Hein, ça donne une dimension autre. Et ça enrichit encore leur catalogue, même si c'est des albums qui datent de décennies en fait. Là on parle d'albums des années 80 qui sont absolument intemporels et ils vont conquérir de nouveaux fans à chaque fois. Enfin Maiden, voilà, je vais pas épiloguer sur eux, mais c'est absolument fantastique et à juste titre ils ont eu la ferveur qu'ils méritaient. Donc évidemment ça a été compliqué d'enchaîner puisque derrière il a fallu aller tout en haut avaler pour aller voir les Mastodons. Tu vois, Mastodon en Valais, voilà, ma première réaction c'était il mérite le main stage. Mais au final, Valais c'était très bien, très bon moment. Et ils ont commencé par, je crois, il y avait 2 morceaux de cet album que j'adore. Donc là, déjà j'ai été absolument conquis par ce que j'ai écouté. Et puis le truc qui m'a bluffé, c'est le batteur qui chante en même temps. Comment il fait il met une énergie de dingue et il chante en même temps. Donc ouais, Mastodon, très bon concert et je regrette vraiment pas. Et j'ai appris en fait qu'ils allaient au Bikini à Toulouse avec Anthrax. Et puis clôture de la soirée.
On avait parlé tout à l'heure d'Alestorm pour le jeudi, mais là, c'est encore une dimension au-dessus. C'est Ultra Vomit, avec un fœtus absolument incroyable. Et puis un nanar, évidemment, on connaît. C'est du métal comique en fait. Hein. C'est vraiment. Je voulais vraiment pas regarder à l'avance la setlist ou voilà. J'ai pas cherché à savoir ce qu'ils allaient faire. J'ai découvert en direct les morceaux, les références. Donc Rammstein, Gojira, Sepultura, enfin tout le monde y passe. Et ce qu'ils font est magnifique. Ce sont de formidables musiciens et de formidables humoristes. Donc en fait, là, c'était génial. Alors il y en a certains qui disent ouais, pipi caca, machin, mais en fait, je pense que le Hellfest, avec sa programmation, nous permet d'avoir des moments plus sérieux, des moments plus justement où tu vas déconner, des moments où ça va être le défouloir complet avec du circle pit, etc. Où en fait on cherche de l'émotion et ce festival nous permet de passer par toutes les émotions. Et donc avoir un groupe comme Ultra Vomit pour finir une soirée, là on n'est même pas sur un biscuit, hein, on est sur la cerise sur le gâteau là, hein, très clairement. Bon, enfin, en tout cas moi j'ai absolument adoré, c'est la première fois que je les voyais et j'ai une anecdote à vous raconter. C'est que Fœtus, je l'avais croisé aux abords du Stade de France lors de la finale Nantes-Toulouse, où Nantes a pris une patate par Toulouse, bon ça c'est autre chose, mais il était là avec sa femme, avec la tenue, donc le maillot du FCN, je me suis prosterné. Voilà, quand je l'ai vu, je me suis mis à genoux, je ne savais pas quoi lui dire. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une séance de dédicace des 4 d'Ultra Vomit, donc je crois que c'était samedi après-midi, il y avait une queue de folie, et oui, et c'est amplement mérité. On passe au samedi, et oui, délicieux le samedi. J'attendais beaucoup de cette soirée, et effectivement, j'ai pas été déçu. Alors je voulais voir absolument Anthrax et Megadeth pour la dernière. Alors la mauvaise nouvelle du samedi, c'est Chaos Cavalera. Donc ils ont eu un problème avec un bus en Belgique, et ils n'ont pas pu se rendre au Hellfest, donc ils ont annulé en fait à la fois une séance de dédicace de Max Cavalera qui avait lieu en Hell City, donc moi je voulais aller le voir, donc ça a été annulé, et puis bien sûr le concert juste après. Alors sachant que la veille tu avais le Sepultura nouvelle version qui s'est produit en Main Stage 2, et là, comble de l'ironie, on devait voir Max et Igor, et on les a pas vus. Et puis une anecdote encore plus croustillante, c'est que le dimanche à 19h était prévu, c'était une grosse surprise, c'était au Corner, donc une toute petite scène où il peut y avoir 100 personnes autour à peu près, où Igor et Max devaient se produire. Et en fait, il y a eu un veto de la préfecture par rapport à la canicule, etc. J'ai pas trop compris. On a affaire à des Brésiliens, ils sont habitués à la chaleur. Bon, après, on va pas débattre là-dessus, mais ça s'est pas fait. Et il y avait effectivement cette petite sucrerie délicieuse qui était prévue, donc la petite scène Corner. Ça s'est pas fait non plus. Donc ils sont dégoûtés, les deux frères, et puis leurs fans, puis le public métal au sens large aussi. Donc ça, c'était un peu le bémol pour démarrer le samedi, sans Sepultura version originale, on va dire. Et puis Anthrax. Alors Anthrax, je suis allé tout devant. Ils viennent de communiquer sur un nouvel album qui va bientôt paraître. Je les ai jamais vus. C'est assez difficile de les voir en France, en Europe, j'ai l'impression. Alors je sais que j'avais vu une interview il n'y a pas très longtemps où ils évoquaient le fait qu'en termes de logistique, ils ne s'y retrouvaient pas en Europe et ils ne pouvaient pas venir. Alors là, ça a changé parce que ça, c'était la période Covid. Donc là, ils sont venus. Alors, première déception, quand je les ai vus arriver, débouler sur scène, il n'y avait pas Charlie Benante. Alors, Charlie Benante, waouh, attends, c'est quand même le batteur d'origine d'Anthrax, tu vois, et c'est aussi le batteur de Pantera maintenant pour leur tournée. Mais il n'était pas là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors visiblement il avait un problème physique qui l'empêche, en tout cas, conseil de son médecin, de faire quelques jours de tournée. Alors c'est tombé sur le Hellfest malheureusement, mais le mec qui l'a remplacé a été génial.
franchement, il a remplacé au pied levé et il a fait un travail fantastique. Alors, tu l'auras compris, j'ai été absolument conquis par Anthrax au point d'acheter le t-shirt. J'ai cassé ma tirelire là, après pour prendre I'm the Law. Alors, ils n'ont pas, ils ont pas effectivement joué ce morceau, mais ils ont énormément joué du Among the Living, donc ce morceau a été grandement représenté. Ils ont fait 10 titres. Bon, c'était du Circle Pit en continu. C'était génial. Donc je rentrais, je sortais, je rentrais, je sortais. Circle Pit continue, donc gros défouloir. On a voilà un Ian Scott à la guitare qui était à fond. Is the war dance. My friends here in the pit, going like this, you just keep doing. Et Joey Belladonna en déconne. Bon, il est plus tout jeune, hein, lui c'est pareil. Bon, au niveau de la voix, etc., parfois c'est un petit peu limite, mais globalement c'était un super concert. Et Joey Belladonna, très généreux. Et puis il pointait du doigt certains spectateurs pour leur dire yes, c'est cool ce que tu fais, ton déguisement, ton machin, ton truc. Alors quand il a mis ses plumes d'Indien, c'était extra. En tout cas, voilà, j'ai pu même slammer. Là, il y a eu une ambiance folle. Je m'y attendais pas. Je pensais que ça allait être plus soft. En plus, il passait pas, tu vois, en tête d'affiche, donc 21h, 22h, tu vois. Donc là, franchement, ça a été génial pour la première fois. J'en ai pris plein la tronche. Donc ensuite, en biscuit, entre Anthrax et Megadeth, tu avais Perfect Circle. Alors là, on est plus sur un registre rock progressif. Alors, je viens pas forcément au Hellfest pour voir ce type de son. Mais par contre, j'irai les voir. Je vais à Werchter bientôt, en Belgique, et ils y seront. Donc là, j'aurai une configuration totalement différente. Et je pense que je serai beaucoup plus attentif pour voir Perfect Circle à Werchter. Mais là, c'était pour attendre Megadeth, hein, que j'attendais beaucoup. Alors, il y avait des craintes, bien sûr. Dave Mustaine, dans quel état il va être? Il est entouré de mecs géniaux. Le batteur, il est fantastique. Et voilà, venu aussi présenter un peu ce disque. Alors, celui-là, je l'ai acheté en précommande sur le site Première Collectibles, donc site américain où tu as la signature des 4 membres. Celle de Dave Mustaine ici, donc délicieux. Très bon disque avec le morceau Tipping Point qu'ils ont joué pour démarrer le concert, hein, il me semble. Et ils ont aussi joué, alors c'est I Don't Care, je crois. Donc ils ont joué aussi celui-ci, ouais. Pour ce concert-là. Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Deep Purple, tu vois, c'est des groupes mythiques. On adore écouter les albums. On est fan de ces groupes. Et puis là, il y avait de la retenue, il y avait un truc qui allait pas en fait. On sentait que Dave Mustaine, au niveau de la voix, c'est pas bon. Voilà, mais c'est le boss, tu vois. Tu peux pas remplacer Dave Mustaine. Megadeth n'existe plus sans lui. Et ouais, franchement, c'est très poussif au niveau de la voix, ça gâche un peu le set. Il n'y a pas eu énormément je trouve, de Circle Pit, etc. Donc, je sais pas, c'était un sentiment partagé entre grand respect de cet immense artiste et puis le fait que ça soit un peu poussif et que c'est pas un très bon concert. Franchement, on a eu... alors bien sûr, il a joué à tout le monde, donc c'était émouvant. Je crois qu'il a pleuré, etc. Mais tu sens qu'il a quand même le passé qui le rattrape un petit peu. Qu'il a chargé, hein. Metallica l'avait viré à l'époque pour problème de drogue, etc. Donc bon, Dave Mustaine, il a une histoire très chargée, mais son répertoire, sa discographie est absolument magnifique. Et je pense que on prend tous énormément de plaisir à écouter les albums studio chez soi. Mais là, ce concert-là, en ce moment, c'est pas forcément la meilleure représentation de Megadeth que l'on pourrait avoir sur scène, mais c'est l'éternel débat. Est-ce que tu préfères ne plus le voir ou le voir en l'état? Donc tu vois, c'est le truc qu'on se pose tous comme question. Mais bon, j'ai été globalement content de le voir. Mais Anthrax, juste avant, c'était autre chose. J'ai largement préféré Anthrax, tu vois. Pourtant, j'adore Megadeth, encore une fois. Hein. Et puis, pour finir la soirée, on a fait un petit tour à Altar. Et puis, voilà, Decide. Je voulais voir Glenn Benton, je voulais voir... l'ambiance, je voulais voir un petit peu l'atmosphère et j'ai pas été déçu. Le batteur de Decide, c'est monstrueux. Bon, pionnier du Def, hein, album de 90, absolument magnifique, enregistré au Morrison Stone Studio
de Floride à Tampa. Avec des Morbid Angel, des Def, etc. Donc voilà, ici, référence absolue. Et Glenn Benton est plutôt sympa le mec, hein, je pensais pas. Tu sais, il balançait des médiators tout le temps. À la fin, il a donné la setlist au public, etc. Enfin, tu sens que le gars respecte son public. Et puis, mais j'ai pas trouvé que c'était pas très rempli au final. J'étais un peu surpris, comme l'année dernière Unleashed, qui pour moi Unleashed, un des meilleurs groupes de death metal de tous les temps. C'est suédois fantastique et on pouvait accéder très facilement devant. Donc je ne sais pas en fait si il y a moins de hype sur le death. Pourtant il y a énormément de personnes qui aiment le death et j'étais un peu surpris de voir qu'il n'y avait pas tant de monde que ça pour les voir. Mais j'étais content de voir Glenn Benton pour de vrai et puis ça change un petit peu, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. T'as besoin d'Ultra Vomit pour déconner, t'as besoin de Anthrax pour faire des circle pits, t'as besoin de la Seine Valley pour être un peu plus dans un mode cérébral, je prends le temps d'écouter attentivement le son, etc. Warzone pour faire le con, et puis tu as du death metal, voilà, dans un univers un peu spécial. On passe au dimanche, et vous vous en doutez, pour moi tête d'affiche The Hives. Et c'était un immense bonheur de voir les Hives sur l'affiche Hellfest. Alors, j'avais fait des pronostics, je les avais cités, mais pour moi, c'était Warzone. Et au final, main stage amplement mérité, ils ont mis tout le monde d'accord. On s'est posé, on s'est rapproché de la main stage en allant à Altar, en jetant un œil à Possessed. Et en fait, Possessed, je me suis rendu compte que j'avais un disque 2, donc magnifique, je dirais couverture en gatefold, tu vois, comme ça là, avec un univers fantastique, etc. Donc ça j'adore ce genre de couverture. Donc signé Repka pour les connaisseurs, Repka qui est un illustrateur pour des groupes thrash metal, death metal. Donc là t'as un truc, t'as un truc assez incroyable. Et Possessed, tu vois, comme j'avais cet album-là, je me suis dit, bah tiens, on va aller jeter un œil. Mais c'est pas tout jeune, hein, ça date de quoi, ça, fin des années 80. Voilà, en tout cas. Et première surprise, en fait, le chanteur était en fauteuil roulant. Alors, je me suis interrogé, que lui est-il arrivé? Je n'avais pas l'histoire. Et je me suis renseigné, et effectivement, fin des années 80, il a reçu 2 balles par 2 cinglés. Et il est resté en fauteuil roulant depuis. Je crois qu'il a remarché ces derniers temps. Ça faisait 30 ans, je crois, qu'il n'avait pas pu marcher finalement. Donc le progrès de la médecine. Mais voilà, histoire et anecdote complètement dingue sur ce groupe. Et la performance était vraiment sympa. J'ai pas pu en profiter complètement parce que j'étais un peu en retrait, parce que j'attendais de me positionner pour les Hives. Mais Possessed, oui, franchement, c'était sympa de les voir. C'est un bon trash, entre le trash et le death, c'est un peu à la frontière entre les deux. Mais en tout cas, la suite était absolument somptueuse, où on a pu voir les Hives. Alors voilà, moi je suis un fan de la première heure, hein. J'avais chopé la baguette de Chris Dangerous, le batteur, au Papillon de Nuit, dans un festival en Normandie. Et ici, grosse claque, j'avais du monde autour de moi, hein. Je suis pas venu tout seul bien sûr, mais qui venaient pour la première fois au Hellfest pour certains, et puis d'autres qui voyaient pour la première fois The Hives sans avoir écouté, et ils ont pris une énorme baffe. Alors Olim Penalquist, le chanteur, c'est un leader absolument délicieux, il fait l'effort de parler français, c'est un Suédois donc c'est pas forcément évident. Son frère Nicolas Arson, le mec qui était à droite sur scène à la guitare, là, absolument dingo. Magistral. En fait, ils sont tous attachants, une énergie folle. Ils avaient 1 heure et ils ont complètement retourné le main stage 1. Et effectivement, des titres comme Tic Tic Boom, I Say I Told You So, Main of Thunder, et les titres de leur dernier album tout aussi délicieux. Donc là, t'as eu... c'était absolument phénoménal, et Penalquist qui va carrément se créer un passage dans le public et qui court pour revenir sur scène. Enfin,
une communication avec le public, une générosité. Scéniquement, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est un des meilleurs groupes sur scène du monde. Donc les Hives, absolument incroyable. Et en plus, les mecs sont jeunes, hein. Ils sont nés en 77, 78, 79. Enfin, tu vois, il y a encore, ils ont encore énormément d'énergie. Mais moi, ça fait 20-25 ans que je les suis. Et ils sont toujours là. Et voilà, ils sont toujours aussi incroyables. Et ils adorent la scène, c'est leur vie. Et ce set a été remarquable. Et là, pour tous ceux qui disaient oui, il y a trop de groupes qui n'ont pas leur place au Hellfest, mais là, les The Hives, pardonnez-moi, mais ils ont largement leur place. Ils n'ont pas du tout à rougir face à d'autres groupes soi-disant étiquetés métal. Donc non, franchement, The Hives, ils ont leur place. Je pense que beaucoup de métalleux de la première heure ont adoré. Et ça a été un concert exceptionnel. Bon, la fin de la journée approche. Après les Hives, j'ai tellement pris cher en étant dans la fosse que j'étais à plat. 30% de batterie me concernant. Et donc ici, je remercie d'ailleurs mon pote qui m'a filé 2 pommes potes pour me faire tenir. Sinon, je pense que je n'aurais pas pu être devant Hives pour faire le fou. En plus, j'ai eu la bonne surprise de voir que le concert avait été filmé par Arte. Donc pour immortaliser ce fabuleux set. Et donc ensuite c'était le Tour d'Offspring que j'avais déjà vu il y a quelques années au Hellfest. Il me semble que c'était entre Queen of the Stone Age et Foo Fighters un dimanche. Et là en fait j'ai fait le choix de partir plus tôt. Je voulais quand même écouter 2-3 morceaux. Et puis il y avait Mayhem qui était au Temple juste à côté, donc c'était un peu particulier, tu vois, ça n'avait pas du tout les mêmes ambiances, hein, Main Stage 1 et Mayhem. Ça nous a permis de partir très tranquillement, sans le mouvement de foule de fin qu'on n'avait pas supporté l'année dernière. Et puis là, j'ai envie de dire, vive le Hellfest, et puis à l'année prochaine, si j'arrive à choper des passes, avec Gojira normalement qui devrait se produire pour les 20 ans, sachant que le bassiste de Gojira était venu sur la scène pendant Ultra Vomit pour indirectement dire qu'il allait venir donc pour 2027, les 20 ans, avec son groupe. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ce débrief un peu long vous aura plu, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur les groupes qu'on a vus en commun en fait, et puis peut-être sur des groupes que j'ai loupés. Sacrilège d'avoir loupé certains groupes. D'ailleurs, il y a un groupe Sacrilège que je n'ai pas été voir parce qu'il passait un petit peu trop tôt. Portez-vous bien, bel été à tous. Salut les headbangers et les mordus de vinyle.